Bonjour et bienvenue sur les Success Stories genevoises, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui façonnent l'économie et l'innovation à Genève et parfois même au-delà. Un podcast à écouter sur Apple Podcasts, Spotify et en vidéo sur YouTube. Bonne écoute. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Étienne Jornaud. Donc, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas très bien, vous avez été très longtemps à la tête de Galenica, ensuite de Vifor Pharma. Vous avez été aussi président de la NZZ. Et surtout, depuis 2020, vous êtes à la tête de OM Pharma, cette entreprise de biopharma qui est basée à Genève. Bienvenue. Merci. Alors, j'ai lu, vous avez beaucoup de surnoms dans la presse. Quand vous prenez la parole, on vous décrit comme un bâtisseur infatigable, un chef disrupteur, un visionnaire. Finalement, quel surnom vous parle le plus? Je pense que un surnom que vous n'avez pas cité, Mister Positif. Mister Positif, Ouais. c'est-à-dire vous. Bon, il La paraît vie est que- toujours rose. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle est rose, mais il faut toujours regarder, un verre à moitié plein, pas à moitié vide. Quand le ciel est un peu sombre, de se dire que demain le soleil sera de nouveau là, et puis toujours croire que les choses, on peut les influencer positivement. Donc, éternel optimiste. Je pense que si on n'est pas optimiste, ben on est dans le faux métier quand on fait ce que je fais. Ouais. Mais justement, qu'est-ce qui vous a donné envie, ce goût à l'entrepreneuriat? Vous êtes un serial entrepreneur. Moi, ça c'est le surnom que je vous donne. Comment c'est venu ça J'ai essayé de comprendre pourquoi. D'abord, c'est des choses qu'on ne remarque pas tout de suite. C'est des choses, après, tout d'un coup, quand à la fin, effectivement, on a fait quelque chose. En fait, ça remonte à mon enfance, comme j'étais un très mauvais élève à l'école. J'étais très actif, mais très mauvais élève. Donc, je devais compenser et faire quelque chose. Donc, j'étais complètement frustré à l'école, il n'y avait rien qui marchait. Tous mes frères et sœurs étaient brillants, et moi pas, donc j'entreprenais. Alors, je construisais des cabanes dans tous les coins du jardin. Il faisait assez froid en hiver pour qu'on puisse faire des patinoires. Alors, j'étais vraiment devenu un spécialiste des patinoires. Et je faisais vraiment une belle patinoire. J'ai gardé les photos, une petite tribune avec compteur des goals, minuterie, tout était. J'adorais. Ouais, j'ai les photos. Mais puis, les restes dans le jardin, il reste encore deux, trois trucs. Mais Ouais, donc il y a cet esprit créatif. j'avais besoin de faire quelque chose. Et c'était un moyen d'exprimer quelque chose, quoi. Étant donné qu'à l'école, j'étais pas capable de faire des choses comme on devait, je compensais. Donc ça venait de ce côté-là. Et ça, vous l'avez toujours, ce côté. Puis c'est resté, voilà, puis c'est resté. Et puis, Et on le cultive comment je dis pas, on est où on n'est pas. Et puis, Ah, c'est vrai, c'est inné alors. Vous avez aussi dans votre carrière, vous avez passé de très longues années dans une même entreprise, ce qui aujourd'hui devient assez rare. Qu'est-ce que ça vous apprend, cette fidélité au sein d'une entreprise? Ce fait de grandir, vous avez fait plusieurs étapes au sein de Galenica, par exemple. ouais, effectivement, j'ai connu qu'une seule entreprise, hein. J'ai fait un apprentissage, et puis après, je suis rentré chez Galenica dans le marketing. J'ai quitté Galenica pour aller faire un HEC Lausanne, à l'université de Lausanne. Puis vous êtes revenu. Puis je suis retourné. Et puis en fait, qu'est-ce qui se passait à Galenica? C'était une boîte de pharmaciens, gérée par les pharmaciens, dont les pharmaciens étaient propriétaires. Et puis, chaque fois qu'il y avait un problème, ils me le donnaient à régler. J'arrive à le régler, semble-t-il. Alors, ils m'en donnaient un autre, etc. Puis c'est bien que j'ai chaque fois eu quelque chose à faire. Et puis moi, je suis quelqu'un qui m'identifie. J'aime l'entreprise en général, hein. Si vous me donnez une boulangerie, je vais tout de suite m'attacher à l'entreprise, à la boulangerie. Et là, je me suis attaché aux gens, à l'entreprise. Et puis, j'ai eu beaucoup de sollicitations pour aller ailleurs. Comme je me plaisais là, on me faisait confiance. Puis en fait, après, chaque fois, je suis monté un petit peu plus haut. Puis donc, je me suis retrouvé président et CEO. Ouais, non, ouais, mais il y a ce côté, donc aussi confiance, on vous ait confiance, c'est ça? On me faisait confiance. On m'a toujours fait confiance. Bon, c'était un peu bizarre au début parce que avant, j'avais fait un apprentissage de droguiste. Et puis maintenant, on ne sait plus très bien ce que c'est qu'un droguiste. Mais un droguiste, c'est pas un pharmacien. Un droguiste, là, il vend aussi certains médicaments, mais c'est quand même un pharmacien de deuxième classe. Donc, un droguiste dans cette entreprise à qui on faisait confiance, c'était un immense honneur pour moi. Puis tout d'un coup, vous venez, le président, le CEO de ça, c'était extraordinaire pour moi. Ce côté de connaître l'entreprise dans toute sa verticalité. Aujourd'hui, on le perd un petit peu. Enfin, on voit que la jeune génération est moins fan. On reste peu souvent dans la même entreprise. Ça, comment vous l'expliquez? Ben, c'est le monde qui a évolué, on est beaucoup plus sur le court terme, etc. Et c'est très rare de voir quelqu'un qui passe sa vie dans l'entreprise. Par exemple, dans notre société, chez Homme, il y en a quand même plusieurs. Moi, je pense que si on arrive à intéresser les gens, on peut les garder. Et si on arrive à créer une culture, on peut les garder.
Pour ça, j'attache énormément d'importance à l'aspect culturel. Et moi, je crois énormément à ça. Par exemple, à la NZZ, il y a une culture incroyable dans l'entreprise. J'ai vécu l'importance que la culture a, par exemple, à NZL ou chez Galenica. Galenica était une entreprise avec une culture absolument fantastique. Chez Vifor, on a essayé de créer cette culture. Je sais aussi comment c'est quelque chose de fragile, une culture. Et donc, si on y attache la bonne importance, on arrive à à ce que les gens s'identifient à ça. Et puis après, ils restent. C'était des grands groupes, enfin, on le voit plus facilement dans des petites équipes. Ça, c'est encore plus difficile. Enfin, Galenica, C'est effectivement plus difficile, surtout quand l'entreprise se développe très vite. Et Galenica, en fait, Vifor et Galenica, c'était un même groupe. tout à fait, c'est Sander. Ce groupe Galenica Vifor, qui était d'abord un grossiste, puis après on a fait la chaîne de pharmacie et puis Vifor Pharma, on a passé de 900 personnes on était 12 000 à peu près. Et la grande difficulté, au début on arrivait bien à garder la culture, mais après quand vous grandissez, ça prend énormément de temps et c'est très difficile de gérer la croissance. Et puis il y a un problème de masse critique. Si vous n'avez pas assez de gens qui connaissent, maîtrisent bien la culture et puis qui peuvent influencer les autres, c'est pas écrit dans les livres, hein, la culture, c'est vécu. Pas, ouais, Si vous créez des nouvelles sociétés avec des gens très innovateurs, etc., comment est-ce que vous arrivez à les fédérer? C'est ça que j'adore, mais c'est très difficile. Et vous l'avez parlé tout à l'heure. Donc, la NZZ, vous êtes aussi intéressé au monde des médias. Qu'est-ce qui relie le point commun entre le monde de la pharma et de la presse Ah ben, il n'y a rien du tout. En fait, ce que la NZZ, vous êtes journaliste, vous savez très bien ce qui se passe dans les médias. La NZZ, comme tous les médias, avait de grands problèmes avec le développement d'Internet, la chute des abonnements, la chute de la publicité, etc. Donc, et puis, ils avaient des problèmes stratégiques et il fallait changer la boîte. Et le conseil d'administration a compris ça. Et puis, ils ont cherché un entrepreneur. Et puis, c'est là qu'ils sont venus vers moi. Ils ont vu que, sous ma direction, avec mon équipe, on avait complètement changé Galenica. D'un grossiste, on avait fait, comme je l'ai dit, une chaîne de pharmacie, puis une entreprise pharmaceutique mondiale. Donc, c'est ça qui les a intéressés. Ils ont voulu avoir quelqu'un qui change la transformation, en fait, c'est un peu ça. La question, vous l'avez dit, les médias aujourd'hui en quiz, il y a toujours des annonces de licenciement. Votre regard sur l'avenir, la presse papier, elle est condamnée pour vous? Il y en a qui citent, on parle de la fin 2030-2035. Enfin, ça vaut votre regard là-dessus? Alors, j'ai un avis extrêmement précis sur ce sujet-là. Et c'est la même chose pour l'industrie. Si vous ne créez rien, si vous économisez seulement, vous ne pouvez pas développer ou transformer une entreprise. Ce qu'il faut, c'est véritablement, bien sûr qu'il faut économiser, c'est un aspect, mais si vous ne créez pas quelque chose de fondamentalement nouveau, vous n'arriverez pas à transformer l'entreprise. Et moi, je l'ai vécu je vais arriver à la réponse sur les médias, je l'ai vécu dans le domaine de la distribution des médicaments. Dans la distribution des médicaments, qu'est-ce qui se passait partout dans le monde entier? Les grossistes en Europe étaient confrontés à la baisse des marges. Comme dans les médias, baisse des abonnements, baisse de la pub, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient les grossistes? Ils fusionnaient, mettaient deux grossistes ensemble. Quand vous avez deux grossistes, vous avez deux CEO, vous en enlevez un. Vous avez deux directions, vous en enlevez une. Vous avez double de succursales, vous en enlevez la moitié ou 30 ou 40%. Donc, vous économisez, mais vous ne créez rien de neuf. D'accord? Puis après, vous êtes de nouveau confronté, vous renvoyez le problème. Ça continue, vous refusionnez, mais vous ne créez rien de neuf. Dans les médias, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux écoles. Il y a l'école où on fusionne, coupe, licencie, mais vous renvoyez le problème. C'est le désastre. C'est ma conviction. Je suis prêt à discuter avec n'importe qui. L'autre approche, c'est ce qu'on a fait à l'NZZ. Et c'est pour ça que c'était intéressant de venir d'un autre métier. Quand je suis arrivé à l'NZZ, j'ai dit, il y a combien de budget de recherche? Il n'y a pas de budget de recherche. Il n'y a pas de budget de recherche dans les médias. On a commencé à changer la culture, à changer aussi au niveau du conseil d'administration, d'avoir des gens, des entrepreneurs ou des gens qui comprennent que pour transformer une entreprise, il faut investir, etc. On a aussi cherché un CEO qui comprenait comment est-ce qu'on développe l'entreprise. Puis on a créé des nouveaux produits. Puis on a décidé, on va être 100% dans le digital. On a décidé de fermer l'imprimerie et de outsourcer la production du papier chez la concurrence. Donc on n'avait plus de possibilité de produire nous-mêmes. On avait décidé, ça sera digital. Et aujourd'hui, 80% des lecteurs nous lisent digital. Et il n'y a plus de possibilité de retourner. Donc le papier, ça va partir. Il faut le garder
tant qu'on arrive à le vendre pour une certaine clientèle, qui est en général une clientèle âgée, qui est habituée et qui ne veut pas changer. Pour maintenant finir sur la question des médias, si les médias ne sont pas capables de créer des produits nouveaux, eh ben, ils vont mourir lentement. S'ils créent des produits nouveaux, ils arrivent à intéresser leurs lecteurs. Et j'aime bien prendre 2 exemples qui sont vraiment fantastiques, parce qu'ils sont un de droite et un de gauche. La NZZ a créé quelque chose de complètement nouveau. On a augmenté même le nombre d'abonnés, alors que tous les autres en perdent, plus 50%. On a créé une filiale en Allemagne, plus de 60 000 abonnements. Et ça, c'est à droite. Hein, c'est un profil, pas à droite, libéral. mais libéral, ouais. Prenez un exemple, Mediapart. C'est vraiment à gauche, d'accord? Mais et c'est que digital. Mais c'est marqué à gauche. Et ça marche aussi très bien. Ce qui compte, c'est d'avoir des profils clairs. Le lecteur doit savoir ce qu'il lit. S'il lit la NZZ, c'est un profil libéral. Vous pouvez être de gauche, de droite, c'est égal, mais vous savez ce que vous lisez. Mediapart, moi je lis aussi Mediapart. Je suis libéral, mais ça m'intéresse parce que c'est des gens professionnels, c'est des analyses recherchées, etc. Si vous ne faites pas un produit qui a du profil, c'est une lente mort. Ok, ouais, plus un manque d'identité. Non, mais très bien. Le bon conseil, en tout cas. Et justement, alors, vous, ici aujourd'hui, vous êtes à la tête de OM Pharma, basé à Genève. C'est quoi les points forts d'être basé à Genève en tant qu'entrepreneur? Alors, juste en introduction, 2 mots, j'ai eu la chance de travailler en Suisse et à l'étranger. Et en Suisse, dans plusieurs cantons. D'accord? À Zurich, à Saint-Gall, à Berne, Fribourg, etc. Donc, je peux vraiment très bien comparer. Je trouve qu'ici, à Genève, on a absolument tout pour réussir. D'accord? C'est absolument fantastique. En plus, on a un immense réservoir de population avec la France à côté, alors, avec des gens qui sont super bien formés et puis qui demandent qu'à travailler ici. Donc, puis la réputation de la ville, du canton, la qualité de vie. Fantastique. Qualité de vie, tout. Il y a tout pour réussir. Il y a quelque chose qu'on peut améliorer, mais dans l'ensemble, aussi les autorités, tout le monde joue le jeu, c'est possible. Et alors, qu'est-ce qu'on devrait améliorer alors si tout est possible? En 2 mots, et ça c'est un problème philosophique qu'il y a dans toute la Suisse, je pense que les politiciens, les médias, et par conséquent la population, comprennent pas assez que le bien-être, ça vient de la création de valeur. Et on peut répartir tout ce qu'on veut, mais s'il n'y a pas de création de valeur, une fois, c'est comme dans la presse, hein, si vous ne créez pas quelque chose de nouveau, il n'y aura plus de journaux. Création de valeur, vous pensez création d'entreprise alors hein? Création de valeur, c'est création de produits, de services, etc., par les entreprises. Donc c'est vraiment un problème philosophique. On n'explique pas assez aux gens qu'il faut créer un environnement favorable aux entreprises. J'ai pas de problème que les plus riches payent plus d'impôts, qu'il y ait une répartition. Absolument d'accord avec ça. Mais on oublie de dire que le bien-être vient de la création d'entreprises, de la création de services, de la création de produits. Ça, c'est le problème philosophique en général. Maintenant, les problèmes concrets. Et ça, c'est très directement la conséquence que ni les médias, ni les politiciens, ni la population comprennent. Comment est-ce qu'on arrive à la situation suivante? OM Pharma à Genève, on est une boîte qui se développe, on a créé 200 emplois. Si ça continue comme ça, c'est aussi prévisible qu'on devra nous agrandir, etc. On a la chance d'avoir un immense terrain, 40 000 mètres carrés, tout près de l'aéroport. Position merveilleuse, idéale. On est dans la biotechnologie, c'est-à-dire il nous faut des employés hautement qualifiés. On n'en trouve pas assez en Suisse. Donc on doit aller les chercher en France ou ailleurs en Europe, mais en particulier en France. On a beaucoup de Français. Et ça, c'est un atout, c'est fantastique d'avoir ces gens qui sont très bien qualifiés et qui veulent venir travailler ici et qui travaillent très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Ils viennent, comment est-ce qu'ils viennent? Ils peuvent venir qu'en voiture. Alors, on a toute la place nécessaire. 40 000 mètres carrés, c'est 4 stades de la Praille. Hein. C'est vraiment immense. Et on a droit à 220 places. C'est complètement débile. Et ça vient du fait que les politiciens, les médias et la population ne comprennent pas qu'une entreprise, on doit l'aider. On doit lui donner les moyens de... Si vous ne pouvez pas parquer les voitures des gens qui doivent venir, dont vous avez besoin pour travailler, qu'est-ce que vous faites? Et je vais aller encore plus loin pour dire comment c'est terrible. Si on va agrandir une fois nos usines, eh ben on va nous réduire le nombre de places de parc. Et qu'est-ce qu'on va arriver à faire? On aura des surfaces immenses qui seront toujours vides, où on pourrait mettre les voitures de nos employés qui ne peuvent pas venir autrement qu'en voiture.
Et qu'est-ce qu'on devra faire? On devra aller louer des places de parc chez le voisin qui n'aura pas utilisé son quota. Mais vous allez expliquer ça en Inde, vous allez expliquer ça au Brésil, vous allez expliquer aux États-Unis, sur tous les pays avec qui on est en compétition, en Chine, etc. C'est le meilleur moyen de se faire des autogols. Et ça, c'est quelque chose qui est la conséquence directe que ni les politiciens, ni les médias, ni la population ne comprennent que la richesse vient de la création d'entreprises. Mais là, c'est même plus qu'une incompréhension, ça. On vous met des freins dans votre développement. Voilà. Mais, et ça, là-dessus, c'était pas la même chose dans les autres cantons? Ah ben non, C'est vrai? pas le même problème. Hein. On n'était pas... Alors là, ça dépasse tout. Une fois aussi, on a agrandi un bâtiment. On ne nous a pas donné le permis de construire tant qu'on n'avait pas planté des arbres sur le toit. Quand je suis arrivé là, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que les gens ne sont pas au travail dans le nouveau bâtiment? On n'a pas planté des arbres sur le toit, ils vont nous donner le permis de conduire. Allez dire ça au Brésil, allez dire ça... non. Oui, on est peut-être trop renfermés sur nous-mêmes. Mais il y a aussi des améliorations qui seraient vraiment possibles. En plus, le canton de Genève, maintenant, il faut le dire, hein, c'est le canton qui paye dans la péréquation financière. Ouais, qui sera le premier Qui est le premier canton. Alors, le canton de Genève a les moyens, donc il faut créer des infrastructures. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif qu'il faut communiquer dans les médias. Parce que vous allez en Suisse alémanique, on dira, c'est toujours les problèmes. Oui. C'est même devant Zug, devant Zurich. On entend beaucoup parler des accords bilatéraux en ce moment. Qu'est-ce que ça représente pour vous, pour OM Pharma? Oui, c'est de nouveau un problème de communication. Il faut bien expliquer le besoin que les entreprises ont d'avoir accès au marché. Et nous, comme entreprise, comme entrepreneurs, on souhaite que les politiciens nous règlent ce problème et nous permettent d'avoir accès au marché. On voit maintenant ce qui se passe avec les États-Unis, etc. L'Europe, c'est un marché pour l'économie suisse extrêmement important. Donc, il faut trouver une bonne solution. Moi, je veux simplement dire la chose suivante. Je ne veux pas entrer dans le débat détaillé si ces accords sont bien ou pas, tels qu'ils ont été négociés. Je dis c'est le rôle de la politique de bien négocier. Pour nous, il est essentiel d'avoir accès au marché européen dans les mêmes conditions que les entreprises européennes. Et ça, il faut nous le donner. Mais qu'est-ce que vous diriez à la population, voilà, dans le sens, sans accord pour vous, pour OM Pharma, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a des obstacles dans la commercialisation de nos produits au marché européen. Mmh. Et donc, on n'est pas dans la même position que nos concurrents sur le marché européen. Ça veut dire donc... C'est plus difficile de vendre nos produits. Ça, c'est le risque s'il n'y a pas des accords. L'innovation, c'est un point qui est le dénominateur commun de votre carrière. Vous avez fait plein de plans d'innovation dans toutes les entreprises que vous êtes passées. Est-ce que vous trouvez que la Suisse, ça leur fait assez pour l'innovation? Alors moi, je pense qu'en Suisse, on a des conditions qui sont absolument extraordinaires en termes de stabilité politique, d'efforts pour l'innovation, etc. On a des universités extraordinaires, on a des écoles polytechniques. Comme on l'a tous appris, on n'a pas de ressources naturelles. Tout à fait, oui. La seule chose qu'on a, c'est des cerveaux. Donc, c'est essentiel d'investir dans la recherche. Et tout ce qui est fait dans ce sens-là est très important. Et il faut absolument écouter les recommandations des patrons des écoles polytechniques, des universités, qui savent exactement de quoi ils ont besoin. C'est essentiel aussi que nos enfants, nos étudiants puissent aller à l'étranger, que les étudiants étrangers puissent venir en Suisse, qu'il n'y ait pas un exode des cerveaux à l'extérieur, mais qu'on profite plutôt de l'exode des cerveaux des pays qui ne sont pas libéraux. Aujourd'hui, le climat politique, il est instable, on va dire. Comment on dirige une entreprise dans un tel climat? Alors, je pense que le plus important, c'est d'avoir une stratégie très claire. Ça, c'est absolument essentiel, en définissant des objectifs prioritaires. Et puis, ce qui caractérise la période actuelle, c'est qu'il y a énormément de changements en très peu de temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est perturbant. Ça perturbe les employés, ça perturbe aussi la direction. Et là, je pense qu'il est vraiment essentiel pour la direction, c'est de toujours bien garder le calme pour rassurer les gens qui sont inquiets de l'environnement, de tout ce qu'ils entendent aux nouvelles. Et il faut travailler, en tout cas c'est ce que nous on essaye de faire, en gardant l'objectif à long terme. Par exemple, les États-Unis, avec tout ce qui se dit, on ne change pas notre stratégie, on croit à ce marché, et Trump, il est là pour encore 3 ans. Après, il y aura des changements. Ça reste toujours un marché très intéressant, donc on garde les mêmes priorités.
Mais on fixe des objectifs à court ou moyen terme qui sont un peu différents. Par exemple, ce que nous, on a fait, on a été maintenant très touché par les problèmes de corruption en Chine dans le domaine industriel. On est touché par la Russie. On a réorienté nos priorités. Et par exemple, maintenant, l'Amérique latine, c'est devenu le principal marché, l'Europe, la Suisse, avant la Corée du Sud. Et ça, c'est des mesures qu'on a prises. Et puis, il y a un autre élément qui est très important, c'est toujours avoir suffisamment de cash, toutes les entreprises, c'est l'objectif, en tout cas pour nous, pour pouvoir garder notre liberté d'action. Ça, Mais dans ce côté incertitude, quand il y a des grandes décisions qui tombent, par exemple cette taxe douanière, on se dit, bon, bah, on a 3 mois de répit devant nous. Enfin, comment on prend ça? Ça serait intéressant de voir ça quand vous avez su l'annonce. Ensuite, après coup, qu'est-ce que vous avez mis en place? Et après, la suite, en fait, il n'y a pas de recette miracle. Ce qu'il faut, c'est garder son calme, de bien analyser la situation et puis d'avoir le plus possible de variantes. Puis après, d'analyser quelle est la variante la meilleure dans l'environnement qui est le nôtre. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, c'est flexibilité, bien suivre le marché. Puis après, c'est l'entrepreneur qui essaye d'anticiper les risques et puis de faire des choix. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est décider. Et ça, c'est quelque chose que vous n'appellerez pas dans les livres. Pour décider, il faut avoir des variantes. Et puis après, vous faites des analyses, puis vous décidez. Aujourd'hui, au M-Pharma, vous êtes dans combien de pays? On est dans une centaine de pays. Et la suite, vous la voyez comment pour votre groupe? Vous avez parlé un peu de projets de développement. Genève sera une place centrale pour vous. Comment vous voyez l'avenir pour OM Pharma? Nous sommes en train on a des produits en 2 mots, qui sont des produits qui ont été créés il y a plusieurs années et qui maintenant deviennent d'une actualité complètement différente suite à des recherches qui ont été faites et qui ont mis en évidence des qualités de nos produits. Donc, on est en train de finaliser toute une série d'études. Dans le domaine pharmaceutique, les études prennent beaucoup de temps, coûtent très cher. Et on est en train de finaliser ces études. On est confiant que les résultats vont être positifs. Selon qu'ils seront positifs ou très positifs, ça donnera des perspectives importantes ou très importantes pour l'entreprise. L'avenir, pour nous, la technologie est essentielle. Notre savoir-faire, c'est un savoir-faire de technologie avec des gens qui savent exactement comment est-ce qu'il faut faire et qu'on ne peut pas dupliquer sans autre. C'est un énorme atout pour nous pour être protégés, pour ne pas avoir de copies. Et c'est aussi un atout pour Genève parce qu'on est basé ici à Genève et on va rester à Genève. Et on a la place suffisante, j'y ai fait allusion tout à l'heure. Et puis si on nous donne le droit d'avoir un peu plus de place de parc, ça nous encouragera encore plus à nous développer ici. Mais ça dépend véritablement des perspectives de ces travaux ou des résultats de ces travaux pour définir quelles seront les perspectives de l'entreprise. On a déjà fait beaucoup d'investissements, environ 50 millions. On a investi 250 millions, dont 50 millions dans les technologies qui nous permettront de faire face à une augmentation importante de la demande. Et si vous deviez demander, voilà, quel souhait aimeriez-vous formuler au Conseil d'État? Davantage d'écoute pour les entrepreneurs? Effectivement, plus d'écoute des besoins des entreprises. Et puis, je pense que les politiciens font très bien, c'est de communiquer. Et en communiquant, c'est d'expliquer à la population que le canton de Genève a besoin d'entreprises, il a besoin de davantage d'entreprises. Un exemple très précis, récemment, il y a eu l'Assemblée générale de l'OMS ici à Genève, et on a été contacté à cause de cette Assemblée générale par des participants à l'Assemblée générale qui voulaient savoir ce que nous faisions dans le domaine de la résistance aux antibiotiques, de la prévention ou de la préparation aux prochaines pandémies. Et ça, c'est unique, c'est seulement possible à Genève. Et ça a été dû à notre réputation et certainement à l'intervention de différentes personnes ici à Genève qui sont dans des comités d'organisation. Je pense à Madame Calmiret pour prendre un exemple concret. Et si vous aviez un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui souhaiterait se lancer aujourd'hui, votre meilleur conseil? Je n'ai pas de conseil à donner, mais j'ai une réflexion à partager qui est la suivante. Personnellement, j'ai toujours cru que tout ce que je ferais serait plus difficile. Peut-être que j'ai manqué des opportunités parce que j'avais trop de respect ou je craignais que ça soit trop difficile. En fait, je trouve que tout est beaucoup plus facile que ce que j'imaginais. Donc, il faut surtout pas hésiter de lancer des projets, d'essayer quelque chose. Et c'est
pas grave de faire. Il faut bien comprendre ça. Il ne faut pas avoir peur de faire des fautes. C'est pas grave de faire des fautes. Ce qu'il faut faire, c'est corriger le plus vite possible quand on a fait une faute. Et c'est en faisant des fautes qu'on apprend. Et puis, peut-être quand même un conseil, quand je réfléchis, c'est une observation. J'ai vraiment appris, notamment à Zurich, à la NZZ, j'ai rencontré vraiment, toutes les portes étaient ouvertes et je rencontrais des tas de gens intéressants. Et ceux qui ont vraiment réussi, c'est les gens qui écoutent. Et il y a beaucoup de dirigeants, beaucoup de cadres qui parlent tout le temps. Ils viennent et ils veulent vous parler, sans arrêt vous parler. Ils sont incapables de vous poser une question, ils sont incapables de vous écouter. Alors, mon conseil, c'est écoutez, parce que quand vous parlez, vous apprenez rien. Et le but, c'est d'apprendre. Donc, posez les questions, D'être à l'écoute. et écoutez. OM Pharma, c'est votre dernier bébé ou cette envie d'entreprendre, ça continuera, il y aura peut-être une prochaine aventure encore? Ah non, je pense que... faut jamais dire jamais. Mais ce projet, il me tient en particulier à cœur pour la raison suivante. On avait commencé avec Galenica. On a créé Galenica, qui existe aujourd'hui, cette chaîne de pharmacie, ça n'existait pas autrefois, et puis Vifor Pharma. Et en fait, si ça avait été une entreprise familiale, Galenica Vifor, ça serait toujours une entreprise indépendante. Mais parce que ce n'était pas une entreprise familiale, mais qu'on était à la bourse, il y a eu des activistes, il y a eu des intérêts particuliers qui ont fait qu'après, il a fallu les séparer. OM Pharma, mon rêve, et ce que je fais depuis maintenant 5 ans, c'est de m'assurer que l'entreprise reste indépendante à long terme. C'est un projet à long terme. Et il y a à faire pour longtemps. Pour longtemps. Mais juste pour vous rassurer, mon père a 102 ans, d'accord? On peut y aller. J'ai encore du temps devant moi, étant donné que j'ai les mêmes gènes. Excellent. Écoutez, merci beaucoup Étienne Giorno pour ce témoignage. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, j'espère que ça donnera aussi envie à des jeunes entrepreneurs qui écouteront ce podcast à se lancer aussi. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez les Success Stories genevoises sur Apple Podcast et Spotify en audio et sur YouTube en vidéo. À bientôt.